Auguste Ngomo Entertainment présente Code Renaissance, d'après un roman d'Auguste Ngomo, deuxième épisode, Le jour du martyr. Chapitre 10. Aéroport Wildrow, Londres, Angleterre, 139 heures avant. Monsieur Ahmed Al-Hilal, Oui, c'est bien moi. quelle est la raison de votre séjour à Londres? Tourisme. Totalement concentré sur le visage du douanier, le Somalien ne remarqua pas les deux policiers qui s'étaient discrètement rapprochés de lui. Monsieur Al-Hilal, votre passeport biométrique me pose quelques problèmes techniques. Nous devons le contrôler avec une autre machine, dans un autre bureau. Pouvez-vous, s'il vous plaît, suivre ces deux messieurs? L'homme se retourna et remarqua les deux policiers armés présents de chaque côté, prêts à l'escorter. Son cœur fit un bond, mais il se contrôla et resta impassible face à cette nouvelle situation. Il comprenait qu'il avait été démasqué car habituellement, pour un simple contrôle administratif, on n'utilisait pas deux policiers de surcroît armés. D'un coup d'œil rapide, il identifia le type d'arme que portaient les deux policiers. Rien de plus classique. Très bien. J'espère que ça ne sera pas long. Non, monsieur, à peine quelques minutes. Tout en parlant au Somalien, le douanier remit le passeport national à un des policiers. Ahmed Al-Hilal connaissait parfaitement les consignes du groupe. Il se retourna et dans un grand sourire, las et fatigué, il s'adressa aux deux policiers. Je vous suis, messieurs les agents. Rassurés par la tournure des événements, les deux policiers le précédèrent en direction d'un autre quai. Avec un sourire convaincu et le regard plein de mépris, les deux flics étaient maintenant convaincus. Comme à l'accoutumée, les informations venant d'Afrique étaient toujours fausses, gonflées ou inexploitables. Un manque total de professionnalisme qu'ils allaient consigner dans leur rapport de fin de journée. Discrètement, ils reprirent leur conversation interrompue par le douanier. Une histoire de collègue qui, hier soir, avait gagné le super gros lot de l'euro-million. Il marchait maintenant dans un couloir étroit et blanc lorsque brusquement le Somalien se précipita vers le policier le plus proche de lui. D'un geste précis et rapide d'une main, il le frappa à la nuque, alors que de l'autre, il retira l'arme du policier inconscient. Le deuxième homme, surpris, essaya de prendre son arme, mais elle était coincée dans son fourreau. Une balle en plein front arrêta ses vaines tentatives de réplique. Le son de la détonation retentit dans le bâtiment de l'aéroport telle une terrible explosion. Le Somalien fit la grimace, le bruit de la détonation était comparable à celui d'une sonnette d'alarme. Il se pencha vers le cadavre qui venait de s'effondrer sur son collègue encore inconscient et retira son passeport biométrique. Il se relevait lorsqu'il se rendit compte que la situation venait vraiment de se compliquer. Les deux bouts du couloir étaient bloqués par les forces de sécurité. Il remarqua qu'ils étaient équipés d'armes automatiques et de pistolets mitrailleuses. Des deux côtés, les policiers hurlaient des ordres de reddition. Le regard du Somalien s'assombrit, puis s'illumina brusquement. Ainsi donc, son jour heureux était arrivé, le jour du martyr. D'un geste vif, il se redressa, pointa son arme vers un groupe et tout en courant et en hurlant, il déchargea son arme sur les forces de sécurité. La surprise était totale pendant ces secondes de flottement. 3 policiers s'effondrèrent. L'instinct de survie et la peur conditionna la réaction des policiers anglais. Des deux bouts du couloir, ils ouvrirent tous le feu en même temps. Les balles sifflèrent dans le couloir. Le Somalien en reçut beaucoup, mais d'autres traversèrent le couloir et fauchèrent d'autres policiers. Les armes automatiques faisaient un malheur. Dans un dernier éclair de lucidité, Al-Hilal se rendit compte de la situation. Son martyr était vraiment exceptionnel. Puis tout s'assombrit pour lui. Chapitre 11. Addis Abeba, Éthiopie, 137 heures avant. John marcha encore quelques mètres dans le couloir de l'hôtel, puis il s'arrêta devant la porte 320 et introduisit sa clé dans la serrure. Après un double tour, la porte s'ouvrit, il s'écarta pour laisser passer l'homme de service du King Hotel. Les services de sécurité de la Commission de l'Union africaine avaient directement ramené ses bagages au King Hotel pendant qu'il était en rendez-vous avec le président de la commission. L'employé de l'hôtel entra, déposa les bagages au pied du lit, fit un grand sourire et sortit. Le Nigérian referma la porte et jeta la clé sur la table de travail de la chambre. Puis, il déposa son ordinateur portable sur le bureau.
S'installant sur le sofa, il se déchaussa rapidement puis il tira les sacs vers lui, afin d'en extraire sa trousse de toilette. Il remarqua tout de suite que son sac avait été ouvert. Il vérifia le deuxième sac, il avait subi le même sort. Une ou plusieurs personnes avaient délibérément ouvert ses affaires et avaient ensuite tenté de cacher leur acte. A priori, les responsables pourraient être les agents de sécurité de la commission ou quelqu'un autre. Mais en tout état de cause, c'était un professionnel. John ferma les yeux et souffla de dépit. Il était fatigué de devoir être systématiquement sur ses gardes. John récupéra sa trousse de toilette et tout en se déshabillant se dirigea vers la salle de bain de sa suite. Le confort proposé était acceptable. Il ouvrit le robinet d'eau chaude, la pression était extrêmement faible. Après plusieurs minutes, il se rendit aussi compte que l'eau chaude avait beaucoup de mal à arriver. Il installa le bouchon de la baignoire, laissa le robinet ouvert à l'intérieur de la baignoire et sortit de la salle de bain. S'approchant de la table de travail, il ouvrit son sac, sortit son ordinateur portable, le démarra et ensuite seulement, il installa le câble électrique. Maintenant qu'il savait qu'il était surveillé et contrôlé, il devait vérifier si son téléphone portable était sur écoute. Avant qu'il ne puisse le prendre, il vibra 2 fois, puis s'arrêta. Un message venait d'arriver dans sa boîte aux lettres. Il prit le portable et consulta le message. « Bonsoir, dans quel hôtel es-tu descendu? C'est Alem. » Un sourire illumina son visage. D'un geste rapide, il rédigea sa réponse « Au King Hotel, chambre 320. » En attendant une éventuelle réponse à son SMS avec un cordon spécial, il brancha son téléphone sur son ordinateur et lança une application spéciale. Le portable vibra à nouveau. Il regarda le message. « J'arrive. » Un warning attira son attention vers l'application. Il regarda l'écran de son ordinateur portable. Un message clignotant indiquait que son téléphone était sur écoute. John referma l'application, ouvrit Real Player et lança de la musique nigériane. Un sourire aux lèvres, il se leva et se dirigea vers la douche. La belle Alem arrivait. Il se savait séducteur et très beau, mais de là à faire tomber aussi vite une fille aussi belle et qui en plus avait un bon emploi, c'était incroyable. Et il n'y croyait pas. Il avait du charme, mais pas au point de la faire venir directement à l'hôtel et en plus dans sa chambre après seulement un contact de 10 minutes dans un avion. Par expérience, il savait qu'en matière de femmes, les choses étaient souvent plus compliquées. Si tu veux aller vite avec elle, tu payes. Souvent, ce sont les prostituées ou les femmes financièrement en difficulté. Si tu veux des filles bien, tu attends et tu dragues. Alem était une fille bien ou c'était une fille vraiment spéciale et libre ou alors elle ne travaillait pas uniquement pour Ethiopian Airlines. Tout à sa réflexion, il se glissa dans la baignoire où l'eau était maintenant à la bonne température. Il se détendit. L'eau chaude avait sur lui un effet relaxant. Il ferma les yeux et savoura son bain. Chapitre 12. Mogadiscio, Somalie, 137 heures avant. Tout en hochant lentement la tête, le regard triste, le vieil imam regardait les dernières informations. D'une main, il égrenait son habit et de l'autre, il lissait sa barbe poivre-sel. Sans regarder son interlocuteur, il s'adressa à lui. « A-t-il parlé ?»« Non, maître. Tout est allé très vite. Le plan n'est pas connu. Il est mort en martyr. » Bien. Que Dieu, le miséricordieux, ait pitié de son âme de martyr et l'accueille dans son paradis. Préviens les autres, on continue notre plan Renaissance comme prévu. Maître, le général Sec est là. Il vient pour te dire au revoir. Cette fois, le vieil homme détacha son regard de la télévision et scruta le jeune visage de son disciple. Fais-le rentrer et reste avec nous. Merci, maître. Chapitre 13. Addis Abeba, Éthiopie, 137 heures avant. L'homme but quelques gorgées de bouna, puis parla aux hommes en face de lui. Alors est-il arrivé? Oui, chef. Le mouvement de tête du chef indiquait qu'il était satisfait de la réponse. Très bien. Est-il sous contrôle? Oui, tout est bouclé à ce niveau. Mais chef, est-il aussi bon qu'on le dit? Avant que le chef n'ait eu le temps de répondre, le plus jeune de la bande répondit, coupant ainsi la politesse à son chef. Je ne crois pas. Les Africains ne sont pas bons en général. Le chef but encore quelques gorgées de bouna avant de répondre. Facile. Je t'ai toujours dit de te méfier des généralités stupides. Vérifie avant de parler ou tu ne feras pas une longue carrière dans ce métier.
Bien, chef. Yikirta. L'homme était gêné, mais au regard du jeune homme, il sut qu'il n'allait pas faire cette enquête. Il détourna son attention de l'homme. De toute façon, dans ce métier, ceux qui ne voulaient rien comprendre mouraient très vite. Et comme les relations et les recrutements dans l'organisation étaient de plus en plus politiquement et ethniquement complexes, faire pression sur une quiconque personne pouvait se retourner contre soi-même, car on ne savait plus qui était qui. Chapitre 14. Abuja, Nigeria, 136 heures avant. Merde, merde, merde! L'ambassadeur de Grande-Bretagne au Nigeria était dans une colère noire, explosive et de plus en plus exponentielle. Une de ces colères légendaires est connue de toutes les autorités nigérianes et donc seul l'ambassadeur en connaissait les ressorts. Son explosion de colère était d'autant plus justifiée que la police anglaise avait fait preuve de négligence et d'amateurisme en ne menottant pas ce dangereux terroriste. Mais en plus de cette erreur impardonnable, les chaînes de télévision CNN et BBC avaient réussi à récupérer les images du carnage du couloir de l'aéroport de Londres. Le film de la tuerie passait en boucle sur toutes les télévisions du monde. Quelqu'un à l'aéroport avait sûrement vendu les cassettes des vidéos de surveillance au nom de la liberté d'informer les citoyens et le public. Le diplomate n'en revenait toujours pas. Officiellement, on dénombrait 12 morts et 6 blessés graves. Il avait encore sur la table la note verbale urgente qu'il avait adressée à la police de Londres. En gras, on pouvait encore lire « criminel extrêmement dangereux à appréhender dès son arrivée ». Une simple interpellation qui tournait au jeu de massacre. Plus il regardait les images en noir et blanc des vidéos de surveillance, plus sa colère grossissait. L'inspecteur nigérian qui, lui, conservait son calme, s'adressa à lui. « Excellence, que faisons-nous maintenant ?» Le diplomate anglais ouvrit grand les bras et répondit d'un ton dépité. « Là, je n'en sais rien. » Le Nigérian se cala dans son siège et se mit à réfléchir. Après quelques minutes, il se redressa et s'adressa à nouveau à l'ambassadeur. « Je crois que nous avons besoin en priorité de son passeport pour déterminer le lieu de fabrication, et aussi d'une autopsie de ses intestins. Nous pourrons ainsi déterminer le type d'aliments ingurgités et, si nous sommes chanceux, les lieux géographiques de ces derniers repas. » Oui, c'est une bonne idée, on va faire ça. Mais je crois aussi que nous allons avoir besoin d'une grosse pointure pour fouiller les dessous des cartes. Que devient l'inspecteur qui a démantelé le réseau Clépo? Vous voulez sans doute parler de l'inspecteur John Goldwyn? Oui, c'est lui. Il a été recruté par l'Union africaine. Il travaille maintenant à Addis Abeba. C'est embêtant, car je pense que nous aurons vraiment besoin de lui. Entrez en communication avec lui sur cette affaire. Bien, je vais le contacter. Chapitre 15. King Hotel, Addis Abeba, Éthiopie, 134 heures avant. Assise sur une des chaises d'imitation Louis XIV, Alem décroisa et recroisa ses jambes fines et brunes de métisse. Elle avait revêtu une jupe courte et moulante. Finalement, sa tenue d'hôtesse de l'air ne révélait que très peu de choses de sa belle anatomie. Ses doigts fins, embellis par des ongles manucurés et rouges, tapotèrent le rebord du bois verni de couleur marron du siège. Avec ses yeux en amande légèrement bridés, elle fixait le Nigérian avec interrogation et gourmandise. C'est de la musique de chez toi? Oui. Que connais-tu de la musique nigériane? Je connais Fela et Femi Kuti. Bien. Et encore? Edna Ogoli. Excellent. Pas mal du tout. Mayway. Ah là, tout faux. Lui, c'est un Ivoirien. Et il fait de la bonne musique. C'est vrai. Mais comment trouves-tu notre musique? C'est... comment dire ça? C'est différent de la nôtre. C'est très, très envoûtant, voire excitant. En prononçant ce dernier mot, elle se leva et enleva son chemisier bleu nuit, dévoilant ainsi une peau claire, harmonieuse et douce. Elle ne portait pas de soutien. Ses seins étaient magnifiquement proportionnés. Tout en appréciant, John préféra jouer l'innocent. Que fais-tu, Alem? John, nous perdons du temps. Que peuvent bien faire un homme et une femme adultes et consentants dans une chambre d'hôtel? Je n'en sais rien. Nous ne sommes plus des enfants, mais des adultes responsables. Viens, je vais te montrer. Tout en fixant John, elle dézippa sa jupe. Le vêtement glissa le long de ses fines jambes relevant un corps d'une pure beauté.
Le Nigérien avait maintenant la certitude qu'elle était en service recommandé. La seule question qui restait à traiter était pour qui et pour faire quoi. Mais pour l'instant, il avait l'intention de profiter de ce cadeau et de cette merveille de la nature. Maintenant, debout devant lui, elle continuait à le regarder avec intérêt et gourmandise. John l'attira délicatement vers lui. Au contact de son corps, John savoura la douceur et la chaleur de la peau de l'Éthiopienne. Celle-ci frémit au contact de la peau de John. Surpris, il la fixa. Un problème? Non, non. C'est juste que c'est la première fois avec un Africain. John sourit à cette expression typiquement éthiopienne. Il lui caressa délicatement les cheveux et murmura « Ne t'inquiète pas, je ferai attention à toi, l'Européenne. » Alem éclata d'un rire doux. Elle comprenait le message. Je suis vraiment idiote. Délicatement, elle posa ses lèvres rouges et tièdes sur celles du Nigérian. Chapitre 16. Libreville, Gabon, 133 heures avant. Depuis 2 heures maintenant, le jeune président de la République gabonaise écoutait avec patience et attention les arguments de tous les corps constitués de la République. Les enjeux dépassaient tout ce qu'il avait prévu. Au début de son mandat, il ne se doutait pas qu'il allait être le président qui allait peut-être mettre fin à la souveraineté de l'État gabonais. Tout était allé très vite, trop vite, à cause des réticences et des blocages de certains États sur la création des États-Unis d'Afrique et sur la transformation de la Commission de l'Union africaine en autorité de l'Union, une sorte de gouvernement africain centralisé. À la surprise générale, la Libye et l'Afrique du Sud étaient en sortie de l'Union africaine. Et avec eux, 10 États africains, ils avaient alors lancé les États-Unis d'Afrique. Dans les jours qui avaient dû suivre, plus d'une vingtaine d'États avaient rejoint la nouvelle fédération tout en annonçant également leur retrait de l'Union africaine. À l'heure où le Gabon devait faire son choix, la nouvelle fédération des États-Unis d'Afrique était composée de 31 États. Tous, par voie référendaire ou parlementaire, avaient renoncé à leur souveraineté. Afin d'être rapidement opérationnels, les États de la fédération avaient retiré leur staff de l'Union africaine et les avaient envoyés à Pretoria, le nouveau quartier général de la fédération. Le président écoutait les différents avis des personnes clés du pays. Certains proposaient d'attendre la dernière minute avant d'adhérer à la fédération. Mais le président Ali Bongo Ondimba savait que plus le Gabon attendrait, plus les places deviendraient tôt chères et les possibilités d'avoir un portefeuille dans le nouveau gouvernement continental s'amenuiseraient. D'autres proposèrent de rester à l'Union africaine et de ne pas rejoindre la nouvelle structure. À cela, le président Ali faisait remarquer que l'Union africaine était déjà dans un coma dépassé et que vivre seul, en autarcie et isolé, n'avait jamais été le projet diplomatique du Gabon. Enfin, un dernier groupe soutenait une adhésion immédiate, mais le pays devait faire valoir ses atouts en termes de richesse pour négocier les meilleures places dans le gouvernement fédéral et dans la structure administrative de l'organisation. Après 4 heures de débat, le président se leva et le cœur battant annonça sa décision de convoquer pour le lendemain le Parlement pour une session extraordinaire. Il demanda au Premier ministre de préparer un projet de loi ordonnant l'adhésion du Gabon à la nouvelle fédération africaine. Le Gabon allait ainsi devenir le 32e État des États-Unis d'Afrique. Et si le Parlement donnait son accord, tout comme les autres chefs d'État, il se rendrait une dernière fois à Addis Abeba avec une très forte délégation composée du Premier ministre, des ministres des Finances et de l'Économie, du ministre de la Défense et tout l'état-major militaire pour la signature des accords fondateurs de la Fédération. Les premiers accords visaient à mettre en place une défense commune et intégrée, une police et des services secrets communs, ainsi que des programmes économiques communs. Cette rencontre au sommet serait également la dernière de l'Union africaine. Au cours de cette réunion, la dernière officielle de l'Union, les États membres devraient voter pour la dissolution ou non de l'ancienne organisation. Le guide libyen, afin de rallier les derniers réticents et dont l'Éthiopie, avait mis sur la table une dernière offre. L'adhésion de l'Éthiopie et de ses soutiens en échange du maintien à Addis Abeba du quartier général de la nouvelle fédération. Les dernières tractations étaient en cours, mais le guide libyen savait qu'il avait gagné la partie. L'Union africaine était morte et les États-Unis d'Afrique étaient nés et opérationnels. Et cela en l'espace de 3 mois. Chapitre 17. Primature éthiopienne,
Addis Abeba, Éthiopie, 131 heures avant. Les ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères étaient mal à l'aise. Après les moments agréables des bonnes nouvelles, l'heure des mauvaises informations avait sonné. Ils devaient donner au Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, les mauvaises nouvelles. D'un regard dur et direct, Meles Zenawi s'adressa à ses hommes. Bien, nous avons fini avec les bonnes nouvelles. Maintenant, quelles sont les mauvaises? Les deux ministres concernés par le problème déglutirent avec peine. Le plus vieux fit un geste discret au plus jeune, puis se lança. Monsieur le Premier ministre, les mauvaises nouvelles concernent essentiellement le prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine. Je t'écoute. Nous n'arrivons pas à faire face au volume des délégations qui vont arriver à Addis Abeba. Nos hôtels sont insuffisants, nos services de sécurité sont saturés. Vu le niveau très élevé des délégations que nous allons recevoir, nous savons que nous allons être débordés, et nous le sommes déjà. Les yeux du Premier ministre se rétrécirent avant de s'assombrir. Effectivement, pour être mauvaise, ces nouvelles l'étaient. Le genre qu'aucun chef n'aime recevoir à moins d'une semaine d'un sommet extraordinaire. Après un moment de réflexion, le Premier ministre proposa une solution. Pour l'hébergement, avez-vous réquisitionné tous les hôtels d'Addis et de Debre Zeit? Oui, tous les hôtels d'État sont réquisitionnés. Et les autres hôtels? Les auberges? Les grandes résidences? Les guest houses? Ce sont des privés, monsieur le Premier ministre. Mais ce sont aussi des lieux d'hébergement. Réquisitionnez-les. Bien, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le président c'est Girma. Oui, excusez-moi. Pour la sécurité, appelez les forces de défense à la rescousse. C'est fait. L'armée de l'air et les cadets. C'est fait aussi. Les unités de l'intérieur et des frontières. C'est fait. Les réservistes. Ils sont déjà déployés. D'accord. Là, nous sommes vraiment en face d'un vrai problème de sécurité nationale. Et avec les rumeurs qui courent, nous sommes vraiment très mal. Le Premier ministre se leva et prit le portable BlackBerry qui trônait sur sa table de travail. Au vu de la situation actuelle et des problèmes à traiter, il allait convoquer de toute urgence un conseil des ministres élargi. Chapitre 18. Delta du Niger, Nigeria, 4400 heures avant. Le général Oni regardait calmement son adjoint. Sa mâchoire crispée indiquait une violente colère difficilement contenue. Son regard était noir et une abondante sueur perlait le long de son front, de ses joues, de son visage, de ses aisselles. Dans cette luxuriante et étouffante forêt tropicale, tout son corps était en nage. La chaleur, la moiteur étaient étouffantes. Le général Oni approcha son épais visage de son adjoint. Son haleine surchargée et fétide s'échappait de sa bouche entr'ouverte. Il postillonna en même temps qu'il parla. « Dis-moi, Atebé, pourquoi ma marchandise est dans un si mauvais état ?» L'adjoint recula, à la fois pour échapper à cette odeur de bouche sale et désagréable, mais aussi pour relâcher la pression de la présence si proche du patron et de sa colère. Il bégaya plusieurs fois avant de pouvoir faire une phrase cohérente. « Général, c'est la faute des conditions climatiques, sans compter les patrouilles de l'armée nationale et... » Atebé ne termina pas sa phrase, une violente détonation venait d'envahir la pièce et un énorme trou creusait maintenant son front. Le jeune homme s'effondra. Le geste du général avait été si rapide que la surprise était totale. Tout le monde recula, estomaqué et effrayé par l'action qui venait de se produire. Sans état d'âme, le général Oni venait juste d'abattre son propre fils. Son regard balaya la salle puis s'arrêta sur un homme. « Approche Ike !» L'homme s'avança, hésitant. Il traversa la salle et se dirigea vers le général courbé par peur et par respect. « Oui, Baba ? Félicitations. Tu viens de monter en grade. Tu deviens mon adjoint et je te nomme capitaine. Capitaine Ike. Ça sonne bien. » Merci, général. C'est un grand honneur. Je ne vous décevrai pas. D'un geste lent, le général Oni repoussa de son pied le bras de son fils Atebé, qui était resté posé sur l'estrade sur lequel trônait son siège de chef. Prenant le nouvel adjoint par les épaules, il le conduisit vers la porte de sortie. « Viens, allons voir cette marchandise abîmée. » Les deux hommes sortirent de la case de commandement.
Il faisait horriblement chaud à l'extérieur. Le regard du général balaya son campement militaire. 102 cases abritant 20 personnes chacune, plus 30 en cours de construction pour les nouveaux recrues. Son armée privée grossissait en même temps que sa fortune et son influence dans toute la sous-région. Marchant en silence, escortés par les 4 gardes du corps du général Oni, ils se dirigèrent vers une grande case légèrement en retrait du reste du campement. En approchant, une odeur de pourri, d'urine et d'excréments envahissait tout l'espace. Un garde du corps ouvrit les 4 cadenas de sécurité puis poussa la porte. Une horrible odeur s'échappa de la pièce. Le général entra, précédé par ses gardes du corps. Son regard attristé parcourut le local sombre. « Regarde dans quel état se trouve ma marchandise. » Après s'être habitué à la pénombre, Ike observa avec attention le contenu de la pièce. Elle était pleine d'adolescents et d'adolescentes enlevés un peu partout en Afrique. Certains pour servir d'esclaves sexuels dans le réseau de prostitution infantile du général Oni, d'autres pour leurs organes, et enfin les plus âgés étaient vendus comme esclaves pour les fermes et pour le ménage. Les plus âgés devaient avoir entre 13 et 14 ans. De la chair fraîche pour les pédophiles et les hommes riches à la recherche d'un orgasme interdit ou d'un organe pour eux ou pour leur progéniture. Ike regarda les enfants apeurés et presque mourants pour certains. Ike, ta première mission sera de me retaper tout ça. Je te donne 1 mois avant les ventes et les exportations. Avec un sourire provocateur et coquin, le général se pencha vers l'oreille de son adjoint. Y a-t-il une qui te plaît? Ou un? Derrière cette phrase, Ike sentit le poids d'une menace claire et surtout le rituel d'intronisation dans le cercle restreint des hommes de confiance du général Oni. Il fait sombre, général. Je vais d'abord les laver, les soigner et les retaper. Après, j'en choisirai une. Très bonne idée, je te laisse commencer ton travail. Se tournant vers un de ses gardes du corps, il donna des instructions. Sani, à partir d'aujourd'hui, tu deviens le garde du corps du capitaine Ike. Tu sacrifieras ta vie pour lui. Il a droit de vie et de mort sur toi, et sans mon autorisation. Tu lui dois obéissance absolue. Mais tu peux lui désobéir et même le tuer, si son action va à l'encontre de mes intérêts ou de ma vie. C'est compris? Oui, mon général. Le général Oni, un homme très imposant, sortit de la case nauséabonde et se dirigea vers la case de sa nouvelle favorite de 13 ans. Tous ces petits corps entrelacés l'avaient mis en appétit. Chapitre 19. King's Hotel, Addis Abeba, Éthiopie, 130 heures avant. John ouvrit brusquement les yeux. Il était en sueur malgré la climatisation de la chambre. Dans la pénombre de la pièce, il regarda la jeune femme nue, allongée sur le ventre, le visage tourné vers lui. Il crut d'abord qu'elle dormait, puis il réalisa qu'elle le fixait étrangement. « Tu ne dors pas ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Je te regarde dormir. C'était beau au début et puis tu t'es vraiment agité, ça m'a intrigué. » Le Nigérian détourna son regard pour cacher son trouble intérieur. Alem posa alors sa main sur sa poitrine, velue, une douce chaleur se dégageait de la paume de l'Éthiopienne. « John, c'était extraordinaire. » Pour moi aussi. C'était incroyable. C'était la première fois que c'était aussi fort. J'ai encore envie. On recommence avant que je ne parte. C'est une excellente idée. John se retourna et délicatement s'allongea sur elle. Docilement, elle replia les jambes et l'embrassa. Le téléphone du Nigérian se mit à sonner. Une tonalité spéciale. Avec un sourire dépité, il s'adressa à Alem. « Désolé, 1 minute. »« Tigré Yelem. »« Quoi ?»« Il n'y a pas de problème, tu peux répondre à ton appel. » L'homme se leva. Il se rendit compte à quel point la chambre était froide. Et cette fille, qui restait sur le lit, et non pas dans les couvertures, elle devait bien supporter le froid, ou elle aimait ça. Il prit son téléphone et appuya sur la touche connexion. « Allô ?»« Allô. John, c'est le général Wilson. » L'homme parlait en Igbo, au cas où l'un des deux serait sur écoute. « Mes respects, mon général. »« Êtes-vous occupé? » »« Oui, très. »« Ok. Je reprendrai contact avec vous demain. C'est très urgent. »« Bien, mon général. » L'officier supérieur des services de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage du Nigeria raccrocha et fixa l'inspecteur et le petit groupe autour de lui. Tous attendirent les résultats de cet appel.
Le contact est établi, mais comme vous le savez, il est très occupé. Le plus jeune du groupe, un nouveau promu dans le cercle très restreint du renseignement nigérian, se tourna vers son voisin. Si occupé qu'il ne peut pas répondre au général Wilson, pour qui il se prend? Très occupé veut dire beaucoup de choses dans notre milieu. Il peut être en rencontre importante, menacé, avec une femme, sous surveillance, sous écoute téléphonique. Tu vois, le champ est vaste. John voulait simplement dire que toute communication importante était compromise. Ah, je comprends. Tout en allumant un gros cigare cubain, le général s'adressa à l'inspecteur général. Active Onja. Nous devons absolument parler avec John de manière sécurisée. Bien, mon général considérait que c'est fait. Le groupe se leva, salua le général et se retira du bureau de l'officier supérieur nigérian.